La question du jour. Quelle est l'incidence de la sensibilité de l'offre et de la demande en cas d'intervention de l'État ? Vous avez appris que le marché concurrentiel conduit à un optimum au sens de Pareto. Il permet de réaliser un surplus social maximal. Surplus social maximal, d'accord, mais Pareto, comme vous dites, ça ne dérange pas qu'il y ait quelques personnes super riches et plein d'autres super pauvres. Exact. La répartition du surplus peut se questionner. L'État pourrait chercher à défendre le surplus des consommateurs et limiter celui des producteurs, ou l'inverse, en encadrant les prix ou en imposant une taxe. Dans les deux cas, les échanges mutuellement avantageux seront limités, le surplus collectif sera réduit, on aura une perte sèche. Si vous avez l'impression que ça fait 5 minutes que je vous parle chinois, 你们现在可以看前面的几集了。 en gros, l'État peut intervenir pour mieux répartir le gâteau, mais on aura un gâteau plus petit. Beaucoup plus petit ou juste un peu plus petit? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Non, mais moi je préfère un monde égalitaire avec un plus petit gâteau. Ça va, le gâteau toujours plus grand. On vivrait mieux pauvre avec une vraie cohésion sociale que chez nous où quelques gros riches se gavent de gâteaux caloriques toute la sainte journée. D'accord, mais quand vous sacrifiez de l'efficacité pour gagner en équité, ça peut être intéressant de savoir si ce sacrifice il va être lourd ou pas. Donc, qui est le plus sensible ? Moi, je suis même révoltée. Révolté, oui, mais sensible au prix ? La sensibilité au prix est une vieille notion abordée il y a quelques épisodes déjà, mais c'est mon jour de bonté, vous avez le droit à un rappel. Quand le prix du chihuahua augmente, ma consommation baisse. C'est plus cher, j'en achète moins. Mais ma réaction va être plus ou moins sensible. Si pour moi, le chihuahua est facilement interchangeable avec le hamster, le paresseux, le lama d'appartement, je vais très rapidement me reporter vers un autre animal. Mais si je suis accro au chihuahua, s'il s'en met 3 chiots pour mon câlin quotidien, je deviens carrément agressive, il va falloir une grosse augmentation du prix avant que j'accepte d'y renoncer. Chaque consommateur est plus ou moins sensible au prix en fonction de ses préférences et de sa contrainte. Et la demande agrégée est elle-même plus ou moins sensible au prix. En représentation graphique, une demande rigide tend vers la verticale. Le prix peut varier énormément, la quantité demandée ne bougera pas beaucoup. Les gens ont chacun une dose idéale de chihuahua à qui faire des câlins et, quel que soit le prix, ils achèteront leur dose. Une demande élastique tend vers l'horizontale. Dès que le prix du chihuahua augmente d'1 centime de schmilblick, tout le monde se reporte sur le lama d'appartement. Symétriquement, les plans d'offres sont plus ou moins sensibles au prix. Et l'offre agrégée qui les additionne sera elle-même plus ou moins sensible. Une offre rigide tend vers la verticale, une offre élastique tend vers l'horizontale. Vous avez la possibilité de réviser tout ça en regardant la vidéo correspondante. Pourquoi tout ce laïus ? Parce que chaque intervention de l'État va modifier le prix des biens. Pardon, le prix plancher ou le prix plafond, c'est une modification du prix. Mais une taxe, c'est pas une modification du prix. Si, une taxe induit une modification du prix. Si les propriétaires d'appartements doivent payer une taxe à chaque fois qu'ils signent un bail, ils vont modifier leur plan d'offre. La courbe d'offre agrégée va se déplacer vers le haut et on va se retrouver avec un nouvel équilibre à un prix plus élevé que sans la taxe et les propriétaires toucheront un prix plus faible. Donc, on a bien une modification du prix. Ah ouais, j'avais pas percuté. La taxe induit donc une modification des plans de demande. Si les consommateurs de chihuahua sont complètement accros et rigides, taxer la vente de chihuahua ne va pas beaucoup réduire les achats de chihuahua. Mais si les consommateurs sont élastiques, quand l'État va taxer le chihuahua, ce qui va mécaniquement faire monter le prix, plus personne n'achètera de chihuahua. Il n'y en aura plus que pour les lamas d'appartement. Même idée du côté de l'offre. Remplaçons les chihuahuas par des appartements. Hasta la vista, baby. Nous sommes en 2014. Vous sucez encore votre pouce et une jeune ministre, Cécile Duflot, décide d'encadrer les loyers. Vous imaginez combien elle est avide de connaître la sensibilité de l'offre et de la demande sur ce marché. Dans un repère PQ avec les quantités en abscisse et les prix en ordonnée, voici la représentation du prix plafond. Un prix bas de plafond. Exactement. Le prix plafond se situe toujours sous le prix de marché. On a 2 effets négatifs, un excès de demande et une perte sèche de surplus. Penchons-nous d'abord sur l'excès de demande. C'est la différence entre la quantité de logements demandés au loyer imposé par l'État
et la quantité de logements offertes à ce prix. En effet, le loyer imposé par l'État est plus bas que celui qui permettrait à l'offre et à la demande de se rencontrer. Il y a trop de demandes, plein de familles cherchent davantage de mètres carrés et pas assez d'offres. Certains propriétaires renoncent à proposer leur logement, ils préfèrent occuper leurs appartements ou placer leur argent ailleurs. L'excès de demande sera-t-il important ? Ça dépend de la sensibilité de l'offre et de la demande. Plus le marché est rigide, moins on aura d'excès de demande. C'est logique. Une demande rigide signifie que les locataires ne réagissent pas tellement à une variation de prix. S'ils ont le nombre de mètres carrés qu'il leur faut, une baisse de loyer ne va pas les conduire à en louer davantage. Ils se contenteront de ce qu'ils avaient déjà. Donc, la demande n'augmente pas tellement. Les propriétaires veulent louer leur logement. Ils ne les retirent pas du marché facilement et l'offre ne baisse pas beaucoup. L'excès de demande est faible. Si au contraire l'offre et la demande sont très élastiques, l'excès de demande est très important et la politique de plafonnement des loyers beaucoup plus problématique. Et si l'offre est rigide mais la demande élastique par exemple, ou le contraire? On sera entre les deux. Mais ce qui compte pour l'État dans cette situation, c'est surtout que l'offre soit rigide. Car si l'offre est élastique, le plafonnement des loyers réduit beaucoup l'offre. On a donc beaucoup moins de logements loués qu'à l'équilibre concurrentiel. Nombreuses sont les familles qui vont se retrouver sans bail. Si l'offre au contraire est rigide, on ne diminue pas tellement la quantité offerte. Donc, même si la demande est élastique et qu'on a un assez grand excès de demande, il est moins grave. Ça veut dire que les locataires auraient aimé louer plus grand compte tenu du nouveau prix, mais au moins on ne va pas mettre des familles anciennement logées à la rue. Moralité, faut pas que les propriétaires soient élastiques. Moi, présidente, j'empêcherais les propriétaires d'avoir plusieurs résidences déjà. Vous savez que les propriétaires sont déjà taxés plus lourdement sur leur résidence secondaire. Tant mieux. Revenons au schéma et intéressons-nous à la perte sèche. En cas de libre marché, le surplus des consommateurs est ici. C'est la différence entre le prix qu'ils étaient disposés à payer et le prix effectivement payé. Le surplus des producteurs est ici. C'est la différence entre le prix auquel ils étaient disposés à vendre et le prix auquel ils auront effectivement vendu. Le surplus total est donc représenté par ce gros triangle. Si l'État introduit un prix plafond, le nombre de mètres carrés loués va donc se limiter à cette quantité, Q bar, car au-delà, il y a de la demande, mais il n'y a plus d'offre. Le surplus des consommateurs s'arrête ici, il s'agit d'un trapèze donc. Le surplus des producteurs est ici. Le surplus total est désormais ici. Par rapport au libre marché, on a perdu ce triangle qu'on appelle perte sèche. Quel malheur! Du surplus perdu qui ne profite à personne. Mais cette perte sèche est-elle si importante que ça? Ça dépend de la sensibilité du marché. Si l'offre est très rigide, la mise en place du prix plafond va très peu réduire le nombre de mètres carrés échangés et la perte sèche sera limitée. Si l'offre est très élastique, on va se retrouver avec beaucoup d'échanges empêchés et la perte sèche sera beaucoup plus importante. Si vous êtes des élèves courageux, vous allez refaire tout le raisonnement, mais en imaginant maintenant que l'État impose un prix plancher. Et vous m'écrivez un petit commentaire si vous avez réussi. Ça y est, Laura, j'ai enfin réussi. Supposons maintenant que l'État ait choisi Einstein comme conseiller. Ralliez-vous à mon panache blanc. Il veut imposer une taxe sur le marché de la cigarette. Il peut choisir de taxer les producteurs ou les consommateurs. Je rappelle que ce choix n'en est en fait pas un. Le montant de la taxe va dans tous les cas être supporté en partie par les uns, en partie par les autres. Si on taxe l'offre, la courbe d'offre va se déplacer vers le haut du montant de la taxe. Les producteurs continuent d'offrir les mêmes quantités s'ils perçoivent in fine le même prix. Donc, s'ils vendent à l'ancien prix plus le montant de la taxe. Le nouvel équilibre se trouve ici. Voilà donc la nouvelle quantité échangée et le nouveau prix. Les consommateurs achètent le bien plus cher qu'avant. Ils supportent donc une partie de la taxe. Et quand les consommateurs achètent à ce prix, les producteurs, eux, reversent le montant de la taxe à l'État et empochent ce prix. Voilà donc le montant de la taxe supporté en partie par les consommateurs, en partie par les producteurs.
Si l'État taxait la demande, elle se déplacerait symétriquement vers le bas du montant de la taxe. Le nouvel équilibre serait ici, avec cette même nouvelle quantité échangée que lorsqu'on taxe l'offre. À ce nouvel équilibre, les producteurs empocheraient ce prix, le même que lorsque c'était eux qui payaient la taxe. Les consommateurs paieraient ce prix plus la taxe, soit ce prix final, le même que lorsque c'était les producteurs qui payaient la taxe. Donc, dans les deux cas, les consommateurs payent une partie de la taxe et les producteurs l'autre partie. Et dans les deux cas, les consommateurs payent la plus grande partie de la taxe. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'incidence fiscale. Et ce sont toujours les consommateurs qui payent le plus? Non, ici, la demande est plus rigide que l'offre. Mais si c'était l'offre qui était plus rigide que la demande, ce seraient les producteurs qui paieraient le plus. Et c'est quoi une offre rigide, par exemple? Eh ben, c'est quand les producteurs veulent absolument écouler leurs marchandises, quel que soit le prix. Par exemple, une récolte qui va pourrir sinon. Ou effectivement, des loueurs d'appartements qui voudraient pas les laisser vides, ça leur sert à rien. Mais donc, si j'ai bien compris, c'est le plus rigide qui paye la taxe, mais pourquoi? C'est assez intuitif. Le rigide, c'est celui qui veut acheter sa dose, quel que soit le prix, ou écouler sa dose, quel que soit le prix. C'est beaucoup plus facile de lui faire payer la taxe. Ah, malheur, c'est ce qu'a compris le patron de ma trattoria. Il sait que je suis accro aux cannelloni. Je paye toute la TVA dessus. Quelle injustice, mamma mia! Si le but de la taxation est de redistribuer le surplus entre les offreurs et les demandeurs, C'est mon programme politique. vous devez bien savoir quel est le côté le plus sensible au prix. Car si vous cherchez à taxer les producteurs, mais qu'en fait c'est les consommateurs qui sont les plus rigides, vous allez vous retrouver à taxer les consommateurs. En miroir de ça, une subvention sera empochée pour partie par les demandeurs, pour partie par les offreurs. Une subvention offerte aux consommateurs, par exemple les APL pour aider les étudiants à se loger, va changer leur plan de demande. La droite de demande va se déplacer vers le haut du montant de la subvention. Un nouvel équilibre va se trouver à un prix plus haut. Donc si on subventionne les locataires, les loyers vont augmenter car les producteurs auront réussi à récupérer une partie de la subvention. Donc, on subventionne pas les locataires, on les laisse se débrouiller pour payer des loyers exorbitants? Je dis simplement que si on est dans le cas extrême où les propriétaires sont parfaitement rigides, si vous subventionnez les locataires, vous allez juste enrichir davantage les propriétaires qui récupéreront toute la subvention. Revenons à la taxe et voyons maintenant ce qu'empoche l'État. Si l'offre et la demande sont très rigides, le nouvel équilibre va très peu modifier les quantités échangées. Et l'État va continuer d'avoir une assiette fiscale importante, il va taxer une grande somme d'échanges. Si au contraire, offre et demande sont très élastiques, la taxe va conduire à des quantités échangées beaucoup plus faibles. Beaucoup moins d'argent sera récolté avec la taxe. Donc, l'État va taxer que les biens avec une offre et une demande rigide pour empocher un maximum de schmilblick finalement. Si on taxe pour renflouer les caisses, oui. Mais on peut taxer pour d'autres raisons. Pour faire baisser le nombre de fumeurs par exemple. Et alors, la taxe sera d'autant plus efficace que l'offre et la demande seront élastiques. Et comment rendre la demande plus élastique? Une demande est d'autant plus élastique qu'il ne s'agit pas d'un bien de première nécessité et qu'il y a des substituts possibles. La demande de cigarettes est sans doute rigide à la baisse. Les fumeurs de longue date ont du mal à s'arrêter et on a développé des substituts nicotiniques qui sont remboursés par l'assurance maladie. Une taxe peut aussi être dissuasive pour les jeunes non-fumeurs qui donc sont élastiques et qui commenceront moins facilement. On termine avec l'incidence sur la perte sèche. Lorsque l'État taxe un bien, le surplus collectif, celui des consommateurs, plus celui des producteurs, plus celui de l'État, est plus petit que le surplus collectif sans la taxe. On a une perte sèche. Sur le marché du chihuahua, si les consommateurs peuvent facilement se reporter sur le lama d'appartement et que les éleveurs peuvent très rapidement adapter la quantité de chihuahuas qu'ils produisent, c'est facile. Si vous en voulez plus, vous leur organisez des sorties en nightclub. Si vous en voulez moins, c'est extinction des feux à 21h tous les soirs et chacun dans son panier. Alors, l'offre et la demande sont élastiques. Une taxe va occasionner une réduction considérable des échanges mutuellement avantageux et une grande perte sèche. Bah ouais, mais tout le monde va acheter des lamas d'appartement. On aura un gain de surplus sur le marché des lamas d'appartement. Bah donc tant pis la perte sèche chez les chihuahuas. Vous avez raison, c'est souvent l'écueil en microéconomie.
On pose un cadre d'équilibre partiel, mais en effet, agir sur un marché va avoir des conséquences sur d'autres marchés. Attendez le programme de macroéconomie, ça vous donnera des réflexions plus générales. Ce que vous devez retenir. Sur un marché concurrentiel, l'encadrement des prix conduit à un nouvel équilibre avec rationnement de l'offre ou de la demande et diminution de la quantité échangée, donc perte sèche. La quantité échangée diminue d'autant plus que l'offre est élastique en cas de prix plafond et d'autant plus que la demande est élastique en cas de prix plancher. La taxation sera supportée pour partie par les consommateurs et pour partie par les producteurs, quel que soit le côté taxé par l'État. Les plus rigides supporteront la plus grosse charge du prix de la taxe.